Le but de la pub, c'est de créer un besoin qui n'en est pas un pour vendre un produit ou un service. Avant de voir ou d'entendre la pub, tu étais tranquillement en train de faire un peu de rangement, de te promener dehors en voiture dans la campagne ou de regarder un film. Après la pub, tu sors ton smartphone, sauf si tu es en voiture, bien évidemment, pour te renseigner sur le produit révolutionnaire dont tu viens d'entendre parler. Ou alors tu te mets dans un coin de la tête, si tu es en voiture, qu'il faudra te renseigner sur ce sujet plus tard. Et puis vient le moment fatidique. Ah, je pourrais peut-être l'acheter, tiens, ça a l'air cool. Et voilà, trop tard, le besoin s'est insinué en toi. Imaginons la même scène si tu n'avais pas entendu ou vu la publicité. Tu continues ton rangement, tu admires le paysage, tu vas préparer une infusion avant de poursuivre le film. Et tu as besoin de rien d'autre. Le fameux produit en question n'a jamais fait irruption dans ta vie et le fera peut-être jamais. Finalement, t'en avais peut-être pas tant besoin que ça. Tout ce que tu demandes à cet instant, c'est de finir ton rangement, profiter de la balade et apprécier ton film. Alors, lorsque vient le moment des publicités, n'hésite pas, coupe la télé, éteins la radio. Tu peux aussi installer un bloqueur de pub pour Internet. Et si tu es confronté à une publicité vantant un produit qui éveille ton attention, prends conscience de ce qui suit. Si le besoin d'achat que tu ressens n'était pas là avant la pub, c'est que c'est pas un besoin réel. L'environnement te le rendra et ton porte-monnaie aussi. Pour l'anecdote, il est intéressant de noter que le site internet nogesteclimat.fr, qui te permet de simuler ton empreinte carbone, consacre un post entier dans les actions à entreprendre pour diminuer ton empreinte carbone, aux publicités et aux soldes, indiquant qu'il vaut mieux les ignorer, limitant ainsi la surconsommation et permettant de diminuer ton empreinte carbone de fait, dans la mesure où les divers produits faisant l'objet de publicité ne sont dès lors remplacés que lorsque c'est indispensable et non seulement à cause d'un effet de mode. Pour être plus explicite, tu remplaceras ton téléphone que lorsque celui-ci ne sera plus réparable et non parce qu'un nouveau modèle vient de sortir. Un petit mot aussi concernant les zones commerciales. Elles regroupent tout un tas de commerces et sont donc super pratiques pour regrouper des achats. Mais c'est à double tranchant. C'est un lieu où tu trouveras un concentré de pubs qui risque d'épuiser rapidement ta jauge de volonté. Le risque est bien sûr que tu fasses plusieurs arrêts dans diverses boutiques dans lesquelles tu n'avais pas envisagé de passer initialement, évidemment. Si tu dois acheter quelque chose de précis, privilégie si tu peux une boutique spécialisée hors centre commercial. Ça t'évitera d'être tenté de réaliser 1 ou 2 achats compulsifs. Et rappelle-toi, tu as déjà 2 tenues de sport dans ton placard, alors sois raisonnable. On arrive sur un concept clé pour tes finances qui peut sembler assez évident lorsqu'on l'énonce, mais qui est toutefois loin de l'être. Ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Alors je t'entends déjà, qui peut dépenser l'argent qu'il n'a pas et surtout, comment ? 2 moyens pour ça. Le premier est connu de tout le monde, il s'agit du crédit bancaire. Le recours au crédit est parfois incontournable. Par exemple, pour acheter sa résidence principale, la majorité des gens n'ayant pas les moyens d'acheter comptant une maison ou un appartement. Il s'agit alors d'un crédit immobilier que vous utilisez pour acheter un logement. Le recours à un crédit pour acheter un bien de consommation a, à mon sens, un caractère plus discutable. S'agit-il d'acheter une voiture ou une télévision ? La voiture te permettra de te déplacer, la télévision de regarder des films, des séries ou des infos. Alors n'hésite pas à revenir aux critères mentionnés plus haut relativement à l'évaluation du besoin, à savoir la nécessité, la durabilité, rapport qualité-prix, dimensionnement et l'usage prévu. Si tu en as la possibilité, évite les crédits à la consommation. Ça plombe tes finances personnelles pendant quelques mois, voire quelques années. Et rappelle-toi que prendre un crédit revient à dépenser l'argent que tu n'as pas. Le second moyen est un peu plus sujet à débat car il est essentiellement comptable. Supposons que tu aies 200 € sur ton compte en banque et que tu touches un salaire de 1500 € à la fin du mois de juin. Tu as donc 1700 € sur ton compte le 30 juin et tu arrives au 31 juillet en ayant dépensé en achats divers, abonnements, etc., 1470 €. Il te reste donc 230 € en tout. Le même jour, tu vois un meuble qui te plaît à un prix de 140 €. Tu fais quoi ? Ton compte en banque te dit c'est bon, tu peux l'acheter. Il te reste alors 90 €. Mon conseil, tu l'auras deviné, c'est le suivant, n'achète pas. La raison est simple et comme évoqué plus haut, purement comptable, tu as touché fin juin un revenu de 1500 €, considère qu'il s'agit d'une somme imputable aux dépenses du mois de juillet. Si tu achètes le meuble, tu auras dépensé 1610 € et tu seras donc pour le mois de juillet en déficit de 110 €. Autrement dit, tu auras dépensé 110 € que tu n'as virtuellement pas. Pour éviter ça, n'hésite pas à tenir des comptes de tes dépenses et de tes revenus et vise un solde positif à la fin du mois. Tu peux aussi attribuer une somme à dépenser par semaine si tu veux pour plus de contrôle.
Tu peux profiter de cette tenue de compte pour essayer de te constituer une épargne de précaution qui te permettra de te couvrir des imprévus éventuels par exemple. En général, il est considéré qu'une épargne de précaution doit être équivalente à 6 mois de tes revenus mensuels, à plus ou moins, voilà, c'est une moyenne. Un autre moyen connu de ménager l'environnement est ton porte-monnaie et d'acheter d'occasion. Côté environnement, le bien acheté est réutilisé et il n'est pas nécessaire d'exploiter des nouvelles ressources pour le fabriquer. Côté porte-monnaie, tu payes moins cher que le neuf, donc tout le monde y gagne. Emmaüs et Le Bon Coin sont des exemples bien connus parmi tant d'autres qui te permettent d'acheter des produits variés tels que des meubles, livres, CD, DVD, vaisselle, vêtements, etc., etc. N'hésite pas à te renseigner autour de toi ou sur Internet pour connaître les initiatives locales. Bien entendu, le marché de l'occasion ne propose pas du sur-mesure, c'est-à-dire que si tu cherches un produit particulier, il y a des chances que tu ne le trouves pas. C'est d'ailleurs généralement ce qui pousse les consommateurs à se tourner vers du neuf, on sait où le trouver et ça correspond à nos goûts. Rien n'est parfait. En contrepartie, le marché de l'occasion te permet tout de même de sacrées économies. Tu achèteras par exemple chez Emmaüs des meubles autour de 50 € au lieu de plusieurs centaines d'euros, c'est pas rien. Et oui, il ne sera pas exactement de la couleur que tu souhaitais. Oui, il sera légèrement plus petit que celui que tu recherchais. La question qui se pose, est-ce si fondamental? Dans le pire des cas, si tu n'arrives pas à t'habituer à ton meuble, tu peux par exemple le revendre et il t'aura rien coûté de plus que quelques tracasseries que tu pourrais avoir d'ailleurs de la même manière pour échanger un produit neuf. Dans le meilleur des cas, tu te rends compte que finalement, il fait pas si mal dans la salle à manger et tu as économisé 500 €. Rien ne t'oblige d'ailleurs à t'initier à l'achat d'occasion en commençant par les meubles. Tu trouveras facilement de la vaisselle ou des chaussures à quelques euros. Essaie de faire quelques petits achats de ce genre, ça te permettra de t'habituer progressivement. Le dernier point que je voulais aborder, mais pas des moindres, est la force de l'habitude. La raison pour laquelle l'écologie est devenue un sujet central à notre époque vient du fait que nos habitudes de consommation et plus généralement notre mode de vie n'est pas en adéquation avec notre environnement. Dans la plupart des pays occidentaux, l'être humain mange trop et mal. Ça induit un élevage et une agriculture intensive. Ça implique de maximiser les rendements agricoles et donc nécessite notamment le recours à des produits chimiques nocifs, aussi bien pour l'être humain que pour son environnement. Or, pour produire des aliments sains, la nature a besoin de temps. Une année compte 4 saisons, je pense que je t'apprends rien. Chacune d'entre elles est nécessaire à la production de notre nourriture selon un cycle naturel. L'être humain a un besoin toujours plus important de facilité et de confort. Combien de nouvelles technologies proposent d'épargner un effort à son utilisateur? Tout est maintenant livré à domicile, les GPS font passer les conducteurs en conduite passive et automatique, les télécommunications développent des réseaux de plus en plus rapides et il suffit de poser une question à son téléphone pour nous économiser une recherche et obtenir une réponse rapide. Or, l'être humain a besoin de faire fonctionner son corps par l'effort physique autant que son esprit par l'effort intellectuel pour le maintenir en bon état de marche. Il ne s'agit pas de nier leur côté positif, ni la délicate et primordiale question de l'accès à la nourriture pour une population toujours grandissante. Il s'agit simplement de recentrer l'homme avec son environnement. Il n'est pas possible d'aller toujours plus vite. La nature n'est pas prévue pour ça et ça épuise ses ressources. Il n'est pas possible d'aller toujours vers plus de confort et de facilité. L'être humain n'est pas prévu pour ça et ça détériore la machine, à savoir son corps et son esprit. Comme pour beaucoup de choses, tout est question d'équilibre. Il est donc essentiel de revoir nos habitudes de vie. Mais le problème d'une habitude, tu dois le savoir, j'imagine, c'est qu'elle est difficile à changer. Tous ceux qui, sur une résolution de nouvel an, ont voulu se mettre au sport sur du long terme pourront en témoigner. Il suffit pas de le dire pour y parvenir. Une habitude est un schéma ancré dans le cerveau, un sillon qu'on y a gravé patiemment en répétant la même action au quotidien. Pour la modifier, il faut donc tracer un autre sillon avec d'autres actions suffisamment longtemps pour que le cerveau emprunte cette nouvelle voie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut du temps et de la volonté pour changer une habitude. La bonne, c'est que c'est possible et relativement simple sur le papier. Il faut répéter une action encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne prépondérante. Lorsque vous aurez réussi et que vous verrez plus tard une paire de chaussures magnifiques dans un magasin, vous ne vous direz plus « il me la faut, mais c'est vraiment cher pour ce que c'est ». Ils se font une marge de fou sans compter l'impact carbone nécessaire à sa fabrication. Ouais, ou quelque chose dans ce goût-là, quoi. Personnellement, j'ai eu ma période où j'aimais bien aller dans les boutiques acheter de nouveaux vêtements. Maintenant, je passe devant sans manifester d'intérêt, trouvant tout ça démesurément cher et finalement absurde par rapport au prix réel du vêtement et de sa qualité, et aux conséquences écologiques qui sont liées à tout ça.
Pour faciliter les nouvelles habitudes, commence petit. N'essaie pas de modifier toutes tes habitudes de vie en même temps, ça sera probablement trop colossal pour un début. Commence par exemple par acheter en vrac plutôt que sous emballage. De prendre ton vélo ou tes jambes, pourquoi pas, soyons fous, pour un déplacement sur une petite distance plutôt que ta voiture. De fabriquer ton déodorant maison. Choisis une action écologique, celle que tu veux, et applique-toi à la mettre en œuvre dans ton quotidien. Au bout d'un certain temps, ça te demandera plus d'efforts. Bravo, t'as mis en place ta nouvelle habitude. Voici venu le temps d'en choisir une autre. L'avantage de procéder ainsi, c'est que tu gères une nouvelle action à chaque fois, ce qui n'épuise pas trop ta jauge de volonté. Pour t'aider à choisir de nouvelles actions à mettre en place dans ta vie, je te recommande la lecture du livre Écologique sans me ruiner d'Aline Gubry. Tu trouveras plein de petites idées, tu pourras piocher celles qui t'intéressent. Bon, et ben voilà, ça fait pas mal d'infos tout ça. Ce premier épisode touche à sa fin, mais avant de conclure, je voudrais rajouter un point, peut-être bien le plus important d'ailleurs. Et oui, le meilleur pour la fin. Ce dernier point, c'est oublie tout ce que je viens de te dire. What? Remboursé! Remboursé! Bon, ok, peut-être pas tout, mais il me semble essentiel de temps en temps de lâcher prise et de se faire plaisir. Tant pis si ton achat est pas 100% écolo. C'est même parfois salutaire. Qui serait capable de tenir un régime alimentaire strict sur le long terme s'il craquait pas de temps en temps pour un fondant au chocolat ou un bon burger? C'est un mal pour un bien. De toute manière, trouver un produit 100% écolo est pratiquement mission impossible tant les aspects à prendre en compte sont variés. Zéro déchet, émissions carbone, déforestation, espèces animales en voie de disparition, et j'en passe. Et l'offre est encore imparfaite. Donc la chose à retenir, ne te culpabilise pas si tu n'arrives pas à respecter ton nouveau cahier des charges écolo. Sois tolérant envers toi-même. Limiter sa surconsommation n'est pas un exercice facile, en particulier parce que ça demande de modifier notre mode de vie qui est profondément ancré en nous. Par ailleurs, tout ne dépend pas non plus entièrement de nous, de nos jours. La demande a tendance à évoluer vers l'écologie, mais il faut un certain temps pour que l'offre suive. Une entreprise a ses habitudes, et changer de modèle nécessite du temps pour elle aussi. La conversion en bio d'une entreprise agricole, c'est un bon exemple, par exemple. Encourager une telle conversion nécessite d'acheter pas tout à fait écolo, mais est-ce que c'est pas finalement un bon pas dans la bonne direction? Allez, chacun apportera la réponse qu'il souhaite à cette question. En attendant, on arrive à la fin de ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'étais très content de faire ce premier épisode. Très, très content. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner aux pages Instagram de La Terre dans les épinards, à la newsletter du site, bref, à tout. Et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y a des sujets liés à l'écologie au quotidien que tu aimerais voir abordés dans les futurs épisodes. Et je verrai ce que je peux faire. En attendant la semaine prochaine, prends soin de toi, de ton environnement, de ton porte-monnaie, et on se retrouve en pleine forme. Salut!